Avez-vous déjà eu ce sentiment de ne pas vous faire comprendre? Avez-vous déjà vécu une situation où vous ne comprenez pas votre conjoint, votre ami ou votre responsable? Avez-vous l'impression que vos discussions n'enclenchent pas sur des solutions, mais plutôt sur des disputes? Si vous vous êtes déjà retrouvé confronté à une de ces situations, le sujet vous intéressera. Florence. Bonjour Florence. Bonjour Evelyne. Alors Florence, vous êtes coach dans votre travail, vous êtes professionnelle en facilitation en relation. Nous allons parler aujourd'hui de la communication non violente, de la CNV. Alors Florence, je suis ravie de vous revoir dans le podcast de l'éveil des consciences. Alors on va commencer par introduire la CNV. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la communication non violente? Très bien. Moi aussi, Evelyne, je suis ravie de vous retrouver, surtout pour parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, puisque les relations humaines sont des relations quotidiennes. Et comme vous l'avez dit en introduction, eh bien, parfois elles peuvent se tendre, et se tendre n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand malheureusement on n'arrive pas à détendre les relations et à vivre quelque chose dans lequel on se sent bien, c'est-à-dire dans lequel les deux personnes se sentent bien. Alors la communication non violente, qu'on a coutume d'appeler CNV, communication non violente, elle vient d'un homme, d'un Américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et surtout, donc je vous décrirai les étapes, les quatre étapes de la CNV, de la communication non violente. Mais avant cela, il est important pour moi de situer comment cet outil, on va dire, cet outil, cette posture, ces postures, arrivent dans le champ de la conscience en psychologie. Eh bien, la CNV arrive par Carl Rogers. Carl Rogers est un psychologue humaniste qui travaille avec Maslow, dont on connaît la pyramide. Vous savez, souvent on parle de la La pyramide de fameuse Maslow. pyramide. Voilà. Voilà. Sans trop l'utiliser bien, on en parlera si vous voulez. Et quand Marshall Rosenberg fait ses études, il tombe littéralement en amour face à Carl Rogers, parce que Carl Rogers, il a une certaine bonhomie dans son physique, et puis il a une grande science subtile de ce qui fait la relation, en fait. Et Marshall Rosenberg va, entre guillemets, outiller ce que c'est que la thérapie, parce que Carl Rogers est thérapeute, il est thérapeute de la relation d'aide. Donc le préambule de tout ça, c'est une hypothèse de Carl Rogers qui dit: nous avons tous souffert dans la relation. Trop de relations avec des parents comme ça qui nous ont un petit peu étouffés, mal de relations avec des parents maladroits, ou bien parfois pas de relations, voire des relations toxiques. C'est-à-dire que son hypothèse, c'est quelle qu'ait été la relation, il s'est créé des choses, et c'est notre processus d'individuation, pour prendre un autre mot, qui va nous permettre de dénouer ce qui s'est créé, c'est-à-dire, on pourrait dire, dénouer nos conditionnements relationnels pour arriver à relationner tout à fait authentiquement, c'est-à-dire être en capacité de savoir ce qui se passe pour moi, sentir mes émotions, sentir mon corps, avoir la conscience de ma pensée, et puis entrer en relation avec l'autre avec l'idée que lui aussi, il a des pensées, des émotions et des sensations corporelles. Donc c'est ça, la CNV, c'est vraiment appuyé sur cette conscience de l'importance de la relation, trop de relations, mal de relations ou pas de relations premières dans notre enfance. Voilà, donc ça c'est la psychologie humaniste de Carl Rogers. Si vous voulez que je développe, dites-moi. Alors oui, avec plaisir. Moi, je veux bien que vous développiez là-dessus déjà pour qu'on puisse comprendre l'origine aussi de la CNV, qui est encore inconnue. J'adore, hein. Donc je me suis formée il y a très longtemps maintenant à la CNV, à Carl Rogers, etc. Et à d'autres outils, hein. On a déjà pu en parler. Alors, ce qui m'importe que vous situiez, c'est qui est ce Carl Rogers? Parce que finalement, son nom n'est pas vraiment passé à la postérité. Mais ses postures, c'est-à-dire corporelles, comment je me tiens dans la relation à l'autre, est passé dans la postérité sans en garder son nom. Alors, il y a trois postures chez Carl Rogers. La première, c'est l'empathie. Ah, Alors, l'empathie, voilà, on a on, parlé un peu voilà, c'est ça. hors Ouais. antenne. C'est ça. On sait un peu ce que c'est, et en même temps, on ne sait pas vraiment bien ce que c'est que l'empathie. C'est pas si évident que ça. Est-ce qu'on peut De... peut-être commencer par expliquer ces trois points? Oui. Peut-être qu'on peut déjà commencer par expliquer qu'est-ce que l'empathie?
D'accord. Alors, je termine juste sur Carl Rogers pour que les auditeurs ne soient pas perdus. Donc, Carl Rogers, c'est un thérapeute Mhm. qui met en place une thérapie qui s'appelle la relation d'aide. Donc, c'est une thérapie où le praticien ne sait pas plus que la personne qui vient le voir, mais par contre, il lui permet de cheminer par un système de questionnement et d'empathie, c'est-à-dire il l'écoute à l'endroit du cœur, pas à l'endroit de l'analyse. Ça n'est pas de la psychanalyse, et psychanalyse, analyse de la psyché, et ça n'est pas non plus du comportementalisme, analyse du comportement. Vous voyez, ça se situe un petit peu entre ça, entre le Skinner et les behavioristes, c'est-à-dire les gens qui vont travailler sur le comportement. J'ai peur de l'ascenseur, donc je vais m'accoutumer à l'ascenseur, ou bien la psychanalyse, j'ai peur de l'ascenseur parce que peut-être quand j'étais enfant, j'ai vécu la peur de l'abandon avec mon père, d'accord? Ça, c'est l'analyse de la psyché. Et Carl Rogers va se situer, en connaissant bien évidemment tout ça, hein, c'est quelqu'un qui est très au fait de ce qui se passe, il va se situer à un autre endroit qui est de l'endroit de la relation. Donc, il va créer avec son client, qu'on pourrait dire patient, c'est une question de terme, ça n'a pas grande importance, il va créer avec son client une relation basée sur 3 choses, puis je développerai l'empathie après. La première chose, donc, c'est l'empathie. La seconde chose, c'est la congruence, c'est-à-dire j'écoute à partir de la connaissance de moi et pas en projetant ce que l'autre me dit de lui. Donc, je vous donne un autre exemple. Et puis, le troisième point de Carl Rogers, c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire si je reçois quelqu'un, quel que soit ce que la personne a à dire, je l'écoute. Ça veut donc dire que je peux ne Mhm. pas recevoir. Je peux dire non, je ne suis pas, vous comprenez? L'accueil inconditionnel, c'est la possibilité de se dire non, qui va être très utile en CNV, parce qu'en CNV, on apprend à dire non, en communication non violente. Donc, je reviens sur la congruence parce que c'est une question, c'est pas passé dans la postérité, la congruence. Du coup, on ne sait pas très bien ce que c'est. Quand je me suis formée, donc il y a très longtemps maintenant, mon fils était petit et il avait tendance à faire des caprices très forts et c'était difficile pour moi parce que je ne savais pas trop comment gérer ça. Donc, j'étais en formation avec une personne du même niveau que moi. Et je lui raconte toutes les difficultés que j'avais, toute la tristesse, tout le côté désemparé qui était le mien à ce moment-là par rapport à mon fils. Et la collègue, qui était au même niveau de formation que moi, se met à pleurer. Et en fait, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a projeté sa propre histoire avec sa fille dans l'histoire que je lui racontais avec mon fils, vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle n'était pas congruente, elle n'était pas centrée sur elle-même, alignée avec qui elle est, authentique à elle, et en capacité de recevoir l'autre pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il me fait vivre, vous comprenez? Ça va Mhm. ça? Ouais. Oui, ça va. On vous tient. Ouais. Oh, Ça- yes. Donc voilà pour les 3 attitudes rogériennes. Accueil inconditionnel, si je dis oui, je dis vraiment oui, sans jugement, sans etc. Empathie et donc congruence. Je ne projette pas chez l'autre. Alors maintenant, l'empathie. Alors l'empathie, c'est vrai, c'est passé dans le langage courant et parfois, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Donc l'empathie, déjà, quand je suis en formation, j'aime bien insister sur le fait que l'empathie, c'est une juste distance. D'accord? Ça peut D'accord. surprendre. Ça peut surprendre parce qu'on a l'impression que empathique, c'est justement être chez l'autre, Être sans. proche, oui, il y a cette notion de Voilà, c'est ça, c'est proximité ça. en Ouais. fait Et avec voilà, le. c'est ça. Et c'est une proximité, quand on l'entend, quand on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'empathie, c'est presque une proximité où je prends l'autre en fait. C'est presque de la sympathie. Dans la Hmm. sympathie, il n'y a pas de distance. Vous voyez, entre amis, on est dans la sympathie, dans quelque chose de, ben, vaille que vaille, je serai là pour toi. Et puis même parfois, on peut prendre le parti de l'autre en lui disant, je sais pas, je pense à une copine qui se sépare ou un enfant qui a mal ou je ne sais quoi, et on peut tout à fait par sympathie lui dire, t'inquiète pas, ça va passer. Et puis tu sais, bah, l'autre, il te valait pas ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distance, on ne crée pas de distance. On entre dans ce qu'on croit comprendre de ce que l'autre est en train de vivre et on fait comme ça sympathie. On rentre dans ce qu'il est en train de vivre. L'empathie, c'est la juste distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et souvenez-vous de la congruence que je vous ai expliqué sur le fait d'écouter, Mhm. pas par rapport à ce que ça me fait vivre moi, mais par rapport à ce que l'autre est en train de vivre. Me mettre au service de Mhm. ce qui se vit chez l'autre pour lui permettre à lui d'aller se connecter à ses émotions, pas à moi d'entrer en sympathie. Vous comprenez Mhm. D'accord. comprenez le truc? Donc l'empathie, c'est donc un mot important, c'est donc une juste distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer
la capacité de sentir, c'est-à-dire avec son émotionnel, avec son corps, avec ses yeux, avec ses oreilles, Mhm. sentir ce qui se passe pour l'autre. Vous voyez, c'est une posture, vraiment. Et en même temps, ça ne Mhm. veut pas dire être d'accord avec l'autre. Hmm. La D'accord. distance est là. Et OK? ça, c'est le Oui, troisième point que vous aviez évoqué, du coup, le fait de ne pas forcément accepter ou être d'accord en fait avec ce que l'autre a à nous dire. oui, oui. Une grande qualité de l'écoute, c'est de sortir, et ça en coaching, je le travaille beaucoup parce que quand on écoute, et d'ailleurs c'est le cas, si vous vous regardez et si vous vous écoutez, si vous regardez comment vous écoutez, vous allez voir qu'à l'intérieur de notre tête, de la mienne, de la vôtre, de tout le monde, il y a une instance qui trie, ah ça je suis d'accord, ah ça je suis pas d'accord. Vous voyez, Hmm. et c'est normal. Il ne s'agit pas de lutter contre, c'est comme ça. Nous sommes êtres humains câblés comme ça, sur cette dualité, dirions-nous, si nous étions dans un domaine spirituel, qu'on pourra aborder d'ailleurs, si ça vous tente Avec une autre fois. Bref. ouais. C'est très, très intéressant de voir les relations sous un aspect spirituel. Voilà. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les relations sous un aspect communicationnel. Comment je fais pour être en communication avec l'autre, pour être moi-même et permettre à l'autre d'être lui-même. D'accord? C'est l'empathie qui va me permettre ça. Mhm. Donc, dans l'empathie, il y a vraiment cette juste distance. D'accord? Je fais attention à ne pas, quand j'entends dans ma tête, ah oui, là, je suis d'accord avec lui, ah non, là, je ne suis pas d'accord, je Oui, n'exprime pas ça. Juste, j'accueille ce que l'autre me dit. Vous comprenez la différence? d'accord, oui. C'est pas un échange informationnel. Oui, C'est voilà, vraiment de c'est l'écoute. pas être en réaction face à ce que l'autre dit en fonction de nous, Oui, qu'est-ce qu'on pense en fait de ce que l'autre est en train de nous dire. C'est vraiment être dans cette posture d'accueil, d'écoute, sans jugement ou sans prise de position. exactement. C'est vraiment ça. Dans ce que vous dites, donc on n'est pas dans le réactionnel, donc on n'est pas dans d'accord, pas d'accord, à l'intérieur de notre tête. Et puis on est dans l'accueil. D'accord? Je ne cherche pas à être d'accord avec l'autre. Je cherche à le recevoir. Je cherche à le rejoindre. Et pour le rejoindre, je vais utiliser tous mes capteurs sensoriels, c'est-à-dire Ouais. mon corps, bien évidemment, mais aussi mon émotionnel. Et puis je vais lui dire, est-ce que c'est ça? Je vois que tu t'es fâché parce que tu aurais peut-être eu besoin qu'on prenne plus de temps. Est-ce que c'est ça? Je vais émettre des hypothèses. Vous voyez, c'est parce que je ne sais pas. Et peut-être que l'autre non plus ne sait pas pourquoi il est fâché, pourquoi il est triste, etc. Et donc l'empathie, c'est nous mettre dans une posture intérieure Mhm. qui nous permettent de rejoindre l'autre là où il est. Et pas, vous voyez, c'est subtil l'empathie, hein, c'est très subtil, ouais, ouais. Et ça se développe. Un truc important à entendre, c'est qu'il y a des personnes, on parlait juste avant d'énéagramme, il y a des personnes qui sont naturellement empathiques, c'est-à-dire qui sentent, qui perçoivent naturellement là où est l'autre. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas naturellement empathiques, c'est-à-dire que l'autre est un continent étranger, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, et aucun problème, hein, il ne s'agit pas de juger, il n'y en a pas un, sous prétexte qu'il est empathique, qui serait meilleur que l'autre, hein, d'accord? Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste les lunettes que nous mettons pour décrypter la réalité. L'un a des lunettes où il voit l'autre de Oui. manière plus simple, il a d'autres qualités, d'accord? Il n'y a pas de hiérarchie entre les personnalités. Mhm. Et donc, effectivement, l'empathie, ça se développe, d'accord? C'est une compétence qui se muscle, un peu comme un muscle, Oui. c'est de la gymnastique. Pour développer sa compétence, il faut s'entraîner. Il faut Alors, s'entraîner. quels sont les outils justement pour développer cette empathie? Est-ce qu'il y a des outils à mettre en place au quotidien ou est-ce que c'est vraiment essayer de faire du mimétisme? Je sais que, par exemple, il y a des psychothérapies, alors je crois que c'était la gestalt psychothérapie, où vraiment là, en fait, oui, la personne se met dans cette posture où elle ressent les émotions de la personne qui est en face. Est-ce que c'est un peu ça, en fait? Est-ce que c'est ce qu'on nous demande en tant qu'empathique? Oui, alors, ce qui est important de le faire, c'est pas parce qu'on nous le demande, mais parce que j'en ai envie. J'ai Ouais. envie de rejoindre mon enfant, j'ai envie d'arrêter de me friter avec mon voisin qui met ses pubs dans ma boîte, Oui. j'ai envie de mieux comprendre ma mère qui est sénile et agressive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Mhm. le moteur. Si le moteur est fondé sur l'élan de rejoindre l'autre, déjà Mhm. on a fait un énorme pas. D'accord? Si le moteur c'est je dois, il faut, c'est nécessaire, il y a un truc à l'intérieur qui va coincer. C'est D'accord? malaisant. Ouais, 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 ouais. Vraiment, le cœur est un organe magnifique.
Ben, un des outils, c'est celui pour lequel on fait cette vidéo, c'est-à-dire que la communication non violente, la CNV, est un excellent moyen de développer ce que c'est que l'empathie. Alors du coup, si vous êtes OK, Evelyne, je vais vous expliquer ce que c'est que la CNV. Ça va si je vous Oui, explique? Ouais. avec plaisir. Alors la CNV, donc, vous vous souvenez, c'est basé sur Carl Rogers. Et vous vous souvenez, Mhm. Carl Rogers, c'est un psychologue humaniste qui fait partie de la même équipe Oui. que Abraham Maslow, dont on a gardé la pyramide. Vous vous Oui, souvenez? oui, oui, la fameuse pyramide. Ok. Voilà, c'est ça. Et chez les humanistes, en fait, l'idée clé qu'on va retrouver en CNV, c'est que le moteur de notre action, ce qui Oui. fait que on va faire des choses, dire des choses, être contre, être pour, ce sont nos besoins. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un peu comme les plantes qui sont là derrière, il y a un élan vital qui chez nous s'exprime sous la forme d'un besoin. Chez les plantes, ça va être une floraison, des couleurs, etc., etc. Et chez nous, c'est le besoin, cet élan vital-là. Et du coup, la communication non violente, elle va nous aider à aller voir ce que sont nos besoins. Et donc, il y a 4 étapes que je vais vous décrire, mais pour que vous compreniez bien l'intérêt de cet outil, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul, mais cet outil-là, en tout cas, c'est me permettre de revenir à moi pour aller voir qu'à l'intérieur de moi, il y a eu un désir, une envie, un besoin, et je vais apprendre à l'exprimer à moi-même d'abord, et puis ensuite peut-être à l'autre. Autrement dit, ça veut dire que l'autre n'est pas forcément le pourvoyeur, la personne qui va nourrir mes besoins à moi. C'est à moi d'aller regarder ça. Vous voyez, ce retour à soi par les besoins, ça, c'est vraiment la clé de la communication non violente. Ensuite, la CNV, je dis un outil pour faire simple, c'est pas tout à fait un outil, c'est un peu plus qu'un outil, mais pour faire simple, ce sont 4 étapes. La première étape, c'est j'observe, j'apprends à observer ce qui m'entoure, Mhm. mon fils qui est en train de jouer, le voisin qui met ses papiers dans la boîte aux lettres, et j'apprends à voir que lorsque j'observe, je juge. Mhm. D'accord? Oui. Et les jugements vont être très précieux. D'accord? Je ne juge pas mes jugements, juste j'observe que je Je- suis en train de... Vous vous souvenez? C'est un Oui. peu comme tout à l'heure. Je m'observe en train de me dire, ah oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Voyez, elle a tort, elle a raison. La fameuse dualité de notre humaine condition. Vous vous souvenez, c'est un peu la même chose. Je développe cette capacité à observer mes jugements. D'accord? Et puis évidemment, voir ce qu'il y a derrière. Donc, première étape, j'observe et je vois que je juge ou Mhm. pas. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que ça me fait sentir? Quelles sont mes émotions? Comment je me sens? Est-ce que je me sens joyeuse? Est-ce que je me sens au contraire perplexe, surprise, sur la défensive, peut-être même agressive, peut-être même en colère? D'accord? Une Mhm. fois de plus, je ne le juge pas. Juste, j'observe quelles sont mes émotions. Donc, c'est la deuxième étape qu'on appelle le sentiment. La première étape s'appelait l'observation, la deuxième s'appelle le sentiment. La troisième étape, comme j'ai fait l'introduction, parce que c'est le cœur de la CNV, c'est quel est mon besoin? Finalement, dans cette situation-là, quel est mon besoin? Et puis la dernière étape, c'est la demande. À partir de j'observe la situation, je sens que ça me fait vivre une émotion un petit peu comme ça, je me tends, je suis un peu triste. À l'intérieur, je vois que j'ai besoin de comprendre la situation. Eh Mhm. bien, quelle demande je peux faire? Je peux peut-être me faire une demande à moi qui est de poser, clarifier cette situation pour voir par moi-même ce que je peux en comprendre. Et puis peut-être que je ne pourrais pas par moi-même comprendre. Alors je vais formuler une demande à l'autre. Et dans cette situation-là, je ne comprends pas comment fonctionne Blackboard. En l'occurrence, je suis en train d'évaluer des étudiants Mhm. dans une école supérieure. Eh bien, je vais demander à la personne. Vous comprenez? L'étape de la demande, c'est je vais demander. Ça va, ça. Donc, les 4 étapes, c'est observer, sentir mon sentiment, mes émotions, le besoin qui est derrière, et puis la demande que je vais pouvoir faire à partir de là. C'est ça la CNV. On a l'habitude d'appeler O comme observer, S comme sentiment, B comme besoin et D comme demande. D'accord? Mhm. Est-ce que c'est clair pour vous, ça, Evelyne? Oui, Ces 4 étapes? c'est très clair. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre en place un exemple concret pour Oui. voir, parce qu'après, oui, là, il y a la partie théorique qui est très intéressante, et après, il y a la partie concrétisation. Alors, est-ce que Ouais. vous avez des exemples ou des personnes qui sont venues à vous pour vous expliquer un peu des situations compliquées avec des personnes de leur entourage? Super. Alors, je vais vous en donner 2 d'exemples. Je vais vous donner l'exemple. Donc, actuellement, je suis en train d'évaluer des étudiants donc en intelligence relationnelle. Donc, l'observation, c'est je dois évaluer des étudiants. D'accord? C'est mon boulot. Je dois faire ça dans mon travail.
ok? Je m'arrête et je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se coince comme ça. Je sens que je me sens fâchée, je me sens peut-être même un peu en colère. D'accord? Mhm. Et du coup, dans ma tête, je me raconte, mais c'est du grand n'importe quoi, on aurait dû faire un process, telle personne aurait dû m'envoyer tel document. Vous voyez, je me raconte des trucs, quoi. Et plus je me raconte des trucs, plus à l'intérieur de moi, ça se coince. Ça va, ça? Vous comprenez ça? C'est lié, bien sûr. Mhm. Voilà, c'est lié. Dans la vie courante, je peux par exemple dire à la personne, mais c'est n'importe quoi, j'ai pas fait ça parce que vous auriez dû, c'était à vous de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'ai pas fait, j'ai fait observation, j'ai fait sentiment, mais je vais pas continuer à creuser. Je suis pas allée voir chez moi le besoin et la demande. D'accord? Donc, Mhm. je continue. Par rapport à cette situation précise, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je suis fâchée, tendue? Qu'est-ce qui se joue? C'est quoi ce truc? Mhm. Alors, quand on a un sentiment négatif, ou en tout cas inconfortable, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. D'accord? Mhm. Sentiment négatif, besoin non nourri. Sentiment positif, on verra juste après, besoin nourri. Donc là, j'ai un truc qui ne me va pas, ça ne me va pas du tout. Là, je suis toujours chez moi, hein, à l'intérieur de moi. Je fais ce scan intérieur pour savoir ce qui se passe. Alors, attends, de quoi j'ai besoin? Mais j'ai besoin de clarification, j'ai besoin de voir ce qu'il en est. J'ai besoin de sens, à quoi ça sert, ce qu'on est en train de faire. J'ai besoin d'aide sur le logiciel en question parce que je ne comprends pas comment on l'utilise. Mhm. Voyez. Et quand je fais cet exercice-là, je ne suis plus dans le blablabla chez l'autre. Oui. Je suis en train de voir ce dont moi j'ai besoin. Vous voyez la force du retour sur le besoin. Je ne suis pas en train de désigner l'autre comme responsable. Je suis en train de voir mon besoin à moi. Donc, je vais prendre par exemple, alors j'en ai cité plusieurs, hein. J'ai cité le besoin d'aide sur le logiciel, le besoin de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'on évalue, et puis le besoin de sens, à quoi ça sert. À partir de là, j'entre dans la quatrième phase qui est la phase de demande. Donc, je vais me faire une demande à moi-même d'abord, Mhm. toujours. D'accord. Qu'est-ce que je peux... Oui, c'est important, oui. Parce que sinon, on charge l'autre de notre responsabilité. Mais non, il y a des choses que je peux faire par moi-même. Mhm. Donc, quelle demande je peux me faire pour avoir du sens, comprendre la technique et puis voir ce qui se passe au niveau de ce que je produis sur cet outil. Mhm. Là, par exemple, je peux trouver des solutions. Déjà, je peux dire, ah bah oui, tiens, finalement, peut-être que je peux commencer par regarder le tutoriel et voir si je comprends des choses. Parce que des fois, on ne fait pas. Vous êtes d'accord? C'est vrai que des fois, Pas on n'a pas super. envie. Voilà, c'est ça. On n'a pas envie. On Et du coup, procrastine. Ça voilà, aussi, c'est c'est ça. un grand sujet. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je pratique, donc je vois très bien. Donc déjà, je peux regarder chez moi ce que je peux faire. Ok, bon, admettons que je regarde le tutoriel et que, ok, j'ai regardé le tutoriel, j'ai essayé, mais je me rends compte, en fait, c'est mon cas, que j'utilise un iPad et pas un ordinateur et du coup, le tutoriel n'est pas tout à fait adapté. Donc, j'ai besoin d'aide. Ça, c'est très important, cette quatrième étape. Je vais me décider de la demander, cette aide-là. Et si vous voyez, à partir de la fâcherie de départ, où je me raconte, oui, mais c'est l'autre qui n'a pas fait ça, les process n'étaient pas bons, on me demande un boulot, mais c'est juste dingue. Vous voyez, à partir du moment où j'étais dans la critique qui me faisait de la tension à l'intérieur, et là, je ramène à l'intérieur tout ça. Je peux toujours être en tension, hein, je n'ai pas à régler Mhm. mon émotion. Mon émotion peut être identique, mais vous voyez, il y a quelque chose qui revient à une action que je peux poser. Du coup, par exemple, je vais demander au responsable technique ce qu'il en est. Alors là, ça, c'est une étape importante parce que la demande, ça n'est pas une exigence. Je n'exige pas de la personne qu'elle réponde à mon besoin. Alors, D'accord. je vais le faire concrètement. Allô, monsieur Dupont, voilà, Florence Lamouret, je suis très fâchée parce que j'arrive pas à m'en sortir avec Blackboard. Comment je peux faire? Vous avez vu, j'ai rien changé de l'émotion. Mon émotion, elle est toujours de la fâcherie. Je peux rajouter, c'est pas contre vous, c'est moi qui n'arrive pas à l'utiliser. Vous entendez? Ça change tout. Parce que Ouais. sinon, l'autre dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle Oui, m'agresse. c'est un peu agression, quoi. Je suis fâchée, bah Et oui, voilà, je peux rien, voilà c'est ça. c'est pas Ouais, évident. ouais. Vous voyez, c'est ça. Le travail que je fais dans les coachings, c'est apprendre aux personnes à mettre toute cette manière de parler pour que l'autre ne se sente pas agressé, pour qu'il puisse entrer en empathie avec moi et que je puisse être en empathie avec lui et que nous D'accord. puissions les regarder du côté de nos besoins. Parce que lui, il a peut-être le besoin de faire bien son travail, de m'aider. Vous voyez? Donc si je l'agresse, voilà. Et le truc important dans la demande, c'est je le laisse me dire non. Ah ben Ah, non, écoutez, moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas compétent. Ah, très bien, j'entends. Est-ce que vous pourriez m'indiquer qui est compétent? Vous voyez, je reste sur mon besoin. Je ne suis pas chez l'autre en train de le critiquer, à dire, mais quand même, vous êtes du service informatique ou je ne sais quoi. Vous comprenez oui. ça? Je reste chez moi, je m'attache
à chercher à nourrir mon besoin. Et je D'accord. vais apprendre à lui dire, ben, je suis vraiment désolée, je vois que ça vous ennuie. En même temps, je suis bloquée, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider? Si je le formule comme ça, je développe les chances qu'ils me disent oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'augmente la possibilité qu'ils disent, bah, vous avez qu'à appeler telle personne, d'accord? Donc, vous voyez la puissance du besoin. Si je vais à l'endroit de mon besoin plutôt qu'à l'endroit de mes jugements, je vais obtenir une relation plus agréable à l'autre. Je vous donne maintenant un exemple. Ça va, ça? Oui, Peut-être très vous bien, décrire. c'est Ouais. très clair. J'ai pas de questions pour l'instant. Je vous écoute. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple qu'on donne assez peu. C'est comment utiliser ces 4 étapes dans Mmh. une situation positive. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années est arrivé chez moi un couple que je n'avais pas vu depuis 23 ans. Donc, Ouais, la situation, ah, ça fait un les moment, choses quoi. ont pu changer, évoluer. Voilà. Donc, dans observation, dans la première étape, j'observe que ça sonne à ma porte et quand j'ouvre, je vois 2 personnes que je n'ai pas vues depuis 23 ans. Ça, c'est Mmh. l'observation. Oui, Deuxième étape, sentiment. Comment je me sens? Bah, je me sens estomaquée, oui. voilà, C'est comme le ça. Et puis, si je regarde encore, bah, je me sens heureuse. Parce mmh. que, waouh, d'accord, donc je les fais rentrer, on mange, et puis, dans la vie de tous les jours, quand on connaît pas ces outils, on peut s'arrêter là. C'est tout. Et quand on connaît ces outils, on devient curieux de qui nous sommes. Et Mmh. évidemment, vous vous doutez que je vais aller voir du côté des besoins, parce que c'est ce que j'essaie de vous dire en termes de puissance. Et pas forcément au moment où ils sont là. Au moment où ils sont là, on prend un verre, on mange ensemble, on se raconte plein d'histoires, et je ne vais pas m'amuser à aller faire le scan intérieur. C'est pas le Ah moment. oui, oui, Mais je oui, vais c'est le faire. ça. OK, tout en discutant. Voilà, voilà, on va être plutôt dans la relation à l'autre et s'amuser et se réjouir de se retrouver. Oui. Mais le lendemain, je peux faire cette réflexion, donc observer la situation, voir quels ont été mes sentiments, donc la surprise, la joie, cette espèce Mmh. comme ça, de joie toute particulière. C'est pas la même joie que quand je vois un enfant qui se lève et qui marche. Vous voyez, c'est pas la même joie. Oui. Et puis je vais me dire, mais tiens, mais Florence m'a dit que quand j'ai un sentiment que je pourrais qualifier de négatif, c'est qu'un besoin est à nourrir. Donc un sentiment que je pourrais qualifier de positif, c'est qu'un besoin est nourri. Ah, mais quel besoin? Ah. Mmh. Alors je dis à l'intérieur de moi, c'était le partage, la convivialité. Ah ouais, c'était bon. Vous voyez, au moment où je m'en souviens, je le revis à l'intérieur de moi. Et c'est Mmh. magique. Ça, c'est vraiment une qualité de notre humaine condition. Et puis en cherchant, je vais me rendre compte que ah ben peut-être que finalement, cette joie-là toute particulière, elle a nourri mon besoin de mémoire. Oh là là, en faisant un saut dans le temps de 23 ans, Mmh. j'ai pu me permettre tout à fait inconsciemment de revoir toute la progression, qui j'étais il y a 23 ans Mmh. et qui D'accord. je suis maintenant, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé en fait. Et voyez, cette manière de regarder sa propre vie, elle génère à l'intérieur de nous une meilleure connaissance de soi. Et Mmh. ça peut être joyeux, en tout cas pour moi ça l'a été. Et puis je vais continuer, d'accord? Là on était au besoin, donc le besoin de mémoire, le besoin de racines, d'accord? Et que nous avons tous, ce besoin-là, nous avons tous besoin de retrouver nos racines, de connaître notre histoire. Et je vais aller à la quatrième étape, qui est l'étape de la demande. Quelle demande je peux me faire pour revivre cette joie particulière sur laquelle je n'ai pas la main, puisque quand les personnes viennent, cette joie particulière, elle vient de la surprise, je ne peux pas la créer. Donc Mmh. je vais me dire, quelle demande je peux me faire pour revivre ça? Eh D'accord. bien, je vais chercher des stratégies, et en l'occurrence, je vous dis celle que j'avais utilisée, parce que c'est un cas réel. Je m'étais dit, mais finalement, ce couple, ces 2 personnes, ont connu mon fils quand il avait 2 ans. Et Oui. du coup, j'ai eu envie, grâce à ça, grâce à ce scan intérieur, j'ai eu envie de me dire, tiens, je vais partager mon besoin de mémoire avec mon fils, lui raconter cette histoire. Et ça s'est terminé avec l'album photo. Et on Oui. a passé un moment juste génial, tous les deux, à se souvenir de la grande bassine dans la cour, du piano qu'il avait à Ouais. faire. Vous voyez, c'était vraiment super. Et c'est là que j'ai mesuré que cet outil-là, donc les 4 étapes, donc observer, sentir, voir le besoin et faire une demande, elle me permet d'amplifier ce que je vis de ma vie. Elle me permet de vivre encore plus les choses qui m'intéressent. Voilà deux illustrations de comment on peut utiliser ces 4 étapes pour aller voir quels sont les besoins qui sont à nourrir quand on est comme ça, pas bien, fâché, etc. Ou les besoins qui sont nourris quand on est
heureux, joyeux, etc. Est-ce que c'est clair pour vous, Evelyne? Oui, c'est vraiment très clair et je me posais cette question en vous écoutant par rapport à cet exemple aussi, c'est de me demander est-ce que vraiment si toutes les personnes étaient intéressées justement par l'utilisation de la CNV, vraiment est-ce que ça pouvait leur permettre déjà une meilleure connaissance de soi et puis aussi bien sûr d'avoir de meilleures relations parce que finalement on se rend bien compte que dans notre quotidien on connaît tous une personne qui a des problématiques avec une autre personne et c'est très commun. Donc, c'est vraiment cette question de est-ce qu'on ne devrait pas tous justement la mettre en pratique, cette CNV, que ce soit au travail, avec nos proches ou avec nos enfants? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je fais des formations. Dans les formations que je fais, j'ajoute d'autres outils. Par exemple, bon, j'en avais un petit peu parlé, mais par exemple le corps. Vous avez vu sans doute dans ce que je vous Mmh. disais, il y a une grande réceptivité du corps à développer. Le grand danger, c'est d'appliquer la CNV avec la tête. Ça n'est pas un outil Mmh. d'analyse par la tête. D'accord. C'est un outil de scan intérieur. La tête, bien sûr, nous avons des jugements, nous avons des pensées, mais le corps, toutes les sensations corporelles. Donc, oui, bien sûr, bien sûr. Et l'expérience que j'ai, en tout cas, c'est la manière dont je travaille depuis plusieurs années, c'est que les personnes qui viennent à moi avec un problème, je leur donne les outils pour qu'elles elles-mêmes puissent se dire, ah oui, ça fonctionne comme ça, quand je dis ça, il se passe ça, quand je dis ça, il se passe autre chose, ah, je peux le formuler comme ça. Ah oui, par exemple, j'avais une personne que j'ai connue dans une entreprise, dans une formation que j'ai donnée en entreprise, qui m'a dit, est-ce que vous travaillez pour les particuliers? Bien sûr. Et elle est Mmh. venue chez moi, elle me dit, moi, je ne connais pas mes besoins. Et c'est vrai, il y a Mmh. beaucoup de personnes qui ont été tellement conditionnées par l'école, par bien faire, être bien poli, bien sage en famille, qu'elles ont grandi, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, mais elles ne se connaissent pas leurs besoins, elles ne savent pas ce que c'est. Donc c'est un vrai travail que Mmh. d'aller à la rencontre de soi. Et bien sûr, moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire que d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, c'est-à-dire permettre à l'autre d'aller vers lui-même et puis de Mmh. devenir autonome sur ces outils, bien sûr. Ah oui, oui. Et une fois qu'on reconnaît, nos besoins, par exemple, si c'est un besoin de sécurité ou vraiment, ça remonte à l'enfance où on s'est toujours senti en insécurité, comment est-ce que justement on va venir, travailler sur ce besoin? Alors, le besoin de sécurité est un besoin qu'on partage tous, d'accord? OK? Qu'on ait eu des parents très sécurisants ou des parents très insécurisants, nous avons besoin de sécurité, vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui nous a été donné à vivre dans notre vie, nos conditionnements, n'empêche pas que nous avons les mêmes besoins. Vous Mmh. comprenez ça? Donc ça fait partie, en quelque sorte, des besoins primaires, des besoins, fondamentaux des êtres humains. Exactement, voilà, c'est ça. On pourrait dire des besoins universels. Nous avons tous, que j'habite à Paris, à Honolulu, à Shanghai ou au Groenland, j'ai besoin de sécurité. Vous comprenez, nous avons tous les mêmes besoins. Eh bien, je vais le travailler. Alors, il faut parfois avoir l'humilité de se dire, j'ai un besoin fort de sécurité Mmh. et le nommer déjà à soi, c'est déjà une vraie étape, hein. Et puis ensuite, d'aller chercher des personnes pour vous aider si vous n'arrivez pas à cheminer sur cette sécurité. Parce que là, c'est l'aspect spirituel, dont on a un petit peu fait l'allusion tout Ah à ouais, l'heure. La première sécurité, elle est interne. D'accord? La première sécurité, elle est intérieure. Comment je me donne de la sécurité? Alors que souvent, le premier réflexe de nos conditionnements, c'est de la chercher à l'extérieur par l'argent, par la nourriture. Parfois, c'est vrai. on s'alimente pour avoir de la sécurité, pour avoir une satisfaction qui nous sécurise. Le sucre, etc., c'est souvent des compulsions qui visent à nous sécuriser. Vous comprenez le truc, comment ça marche? Et du coup, ça vaut le coup de se dire, ben, là, je fume trop, je bois trop, je consomme trop de cigarettes, ou je cherche l'amour, ou je cherche le sexe, ou je cherche l'argent. Mmh Peut-être que j'ai un besoin de sécurité, peut-être que je peux me faire aider là-dessus et aller voir quelqu'un en disant, et puis parfois il faut changer de personne parce qu'on ne trouve pas vraiment la bonne personne, mais mh. aller à cet endroit-là pour trouver qu'à l'intérieur de soi, il y a un endroit qui nous donne de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre tout seul, bien évidemment. La sécurité interne, elle n'exclut pas la sécurité externe. C'est pas parce que je développe ma sécurité interne que je n'ai plus besoin de gagner ma vie, d'avoir un chez-moi confortable, etc. Vous voyez, tout ça, c'est comme une sorte d'éventail, c'est développer tous nos possibles. C'est pas juste avoir une question et une réponse. Mmh. L'être humain, Il est bien il est plus vaste. vaste. Ouais, ouais, c'est ça, Ouais. c'est très divers, exactement. Ouais.
Waouh, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que quand on commence vraiment à appliquer en tout cas cette CNV, communication non violente, on peut vraiment trouver des trésors en fait, vraiment aller fouiller comme un enfant qui est en train de chercher un trésor et qui essaye vraiment de s'étudier, de s'auto-étudier. Et c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, en tout cas même à l'école. Enfin, et ce serait chouette de pouvoir proposer de la communication non violente aux enfants aussi. Ça pourrait Bien être des beaux programmes porteurs Oui, d'avenir. oui, oui. Ouais. Ça existe, tout ça existe, hein. Et là, je suis en train de. On s'est connus par Insight Timer, du coup, j'en parle. Je suis en train de faire une formation sur Insight Timer, justement sur les bases de comment on fait pour être en relation à soi, parce que vous l'avez vu, hein, ce que j'ai fait, que ce soit dans un sentiment négatif ou un sentiment positif, je reviens à moi. Ça n'est pas du tout égoïste, c'est parce que c'est à partir de là que je peux dire ma vérité. Sinon, je suis dans une espèce de réponse à ce que je crois être bien, quoi. Et donc sur Insight Timer, je suis en train d'enregistrer 10 étapes pour bien comprendre ce que c'est que cette communication, ce que c'est que revenir à soi, revenir à l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? Parce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas si facile que ça l'empathie. Parfois on est trop empathique et on se laisse envahir parce qu'on n'a pas la juste distance. Et parfois on n'est pas du tout empathique et du coup, on peut passer pour froid, pour un peu raide. Oulala, il comprend rien. Je vais pas dire, je vais pas ouvrir mon cœur avec cette personne. Et d'ailleurs, sur cette question-là, les personnes qui cherchent à rencontrer l'âme sœur, et je parle des hommes, souvent ce sont des hommes, mais pas que, hein, il y a des femmes aussi, elles ont du mal à rencontrer l'âme sœur parce qu'elles ne sont pas empathiques. Vous voyez, elles n'arrivent pas à entrer, à sentir ce qu'est l'univers de l'autre, et du coup, elles peuvent se tromper. Elles peuvent accepter des relations parfois sexuelles pour pallier leur besoin de ne pas être seules, mais on n'est pas du tout à l'endroit d'une relation mutuellement efficace, mutuellement Mm. épanouissante, authentique, etc. Oui, oui, bien sûr, tout ça, ça travaille. Donc, sur Insight Timer, je pense que peut-être éventuellement, Evelyne, vous mettrez les détails, Oui, si vous êtes d'accord. oui. Je pense que d'ici éventuellement, téléphonez-moi si vous voulez l'avoir en avant-première, cette formation. Ça devrait arriver bientôt. Je ne sais pas trop D'accord. quand, mais c'est pas. Bon. Bah, super, Florence est pleine de Yeah. surprises aussi, donc c'est génial. J'avais juste une dernière question qui me venait, admettons, on va prendre un exemple d'une personne qui est dans l'attente de son ami, donc elle est au restaurant, son ami arrive, on va dire, 3 heures après. Donc la personne reste, donc ça fait beaucoup quand même, 3 heures, j'exagère peut-être, mais c'est vraiment pour ressentir en fait toute l'émotion que la personne peut ressentir justement parce elle est frustrée, elle est en colère, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle n'a pas reçu le message. Et donc, dans ce genre de situation, en fait, ma question, c'est vraiment de comment faire pour ne pas impacter l'autre au niveau de nos émotions, parce que c'est vrai que la colère, c'est quand même une émotion très forte. Donc, est-ce qu'il faut justement faire ce travail sur soi parce que quand même, enfin, pour expliquer son besoin et pour se faire une demande, enfin, je pense qu'il faut aussi réussir à avoir ce contrôle émotionnel pour ne pas non plus impacter l'autre et pour ne pas non plus alimenter en fait cette sorte de colère et pour pas avoir cet effet boule de neige pour que la relation parte en cacahuète. Donc c'est un Bah, peu ça cette idée, c'est comment faire ça, comment faire ce contrôle sur soi, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut le faire? Ça marche. Alors déjà, si je vous avais en coaching, je vous dirais, et que vous me dites que vous avez attendu 3 heures, moi je vous dirais, on va travailler sur l'affirmation de vous. Parce Hmm. que vous attendiez C'est un vrai que quart d'heure, 3 heures, une c'est demi-heure, je peux beaucoup. comprendre. 3 heures, ça veut dire que je me suis tellement oubliée que Oui. j'ai attendu toute la journée. Et ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Et je le vois fréquemment, hein, notamment chez les femmes. C'est vrai, c'est un peu sexué, mais Hmm. chez les femmes qui Ils sont plus ont patientes besoin. peut-être Voilà, aussi. c'est ça. Une Ouais. patiente où on peut flirter avec le sacrifice à cet endroit-là. Hein. Il y a un Ah, ouais. endroit qui. Ouais, il y a une notion de sacrifice. Ouais, Ouais, ouais. c'est vrai. Et du coup, donc la première chose, dans ma tête, si on était en coaching, je dirais 3 heures, là, il y a quelque chose qui t'a travaillé sur votre propre besoin, sur votre écoute de vos besoins à vous. Parce que ces 3 heures-là, non, il y a quelque chose qui n'est pas juste, d'accord? Ensuite, alors ça c'est une question magnifique. Hmm. D'abord, vous avez le droit d'être en colère, d'accord? Vous avez le droit de vivre votre émotion de colère. Et vous avez la responsabilité d'être empathique sur les effets, ce que vous dites impacter l'autre, sur les effets que votre colère a sur l'autre. Ça D'accord. devient subtil. C'est-à-dire que je peux parler comme ça, je suis très en colère, Ouais, d'accord? exprimer J'exprime, quoi. voilà, j'exprime ce qui est là.
Néanmoins, à l'intérieur de moi, j'ai suffisamment développé mon langage, mon assertivité, mon authenticité pour dire à l'autre, ça, c'est moi. Là, cette énergie-là qui est là, c'est moi. Tu n'en es pas responsable. C'est moi. Voilà, ça fait une demi-heure que j'attends. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc, je vais apprendre à lui dire. Puis si j'ai attendu, peut-être que je vais par exemple, alors, je vais exprimer le besoin qui est le mien, qui est de passer du temps avec cette personne. D'accord? Si j'ai continué à attendre, c'est que j'avais un besoin. J'avais un besoin de partage, un besoin d'échange, vous comprenez? Donc, première chose, je prends la responsabilité de mes émotions. Je ne cherche pas à contrôler Hmm. dans le sens j'empêche. Non, je n'empêche pas, mais je régule. D'accord? Je D'accord, régule. Tu n'es pas responsable de ma colère, c'est moi qui suis en colère. d'accord. Là, Néanmoins, c'est ça fait un... verbalisé, quoi. Voilà, d'accord? C'est important ça. Mais vous avez vu, ça s'acquiert. C'est pas magique, hein, c'est pas magique. Oui. Et bien évidemment, les personnes comment dit-on, qui n'ont pas l'empathie quand elles impactent l'autre, elles balancent toute leur purée colérique là. Elle Et se puis coupe, bah quoi. Enfin, c'est voilà, c'est ça. Et, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est insupportable. ah oui, Donc il faut qu'en face, on puisse dire, oh là, temps mort. Tu ne me parles pas comme ça. Je Hmm. n'ai absolument pas envie ni de disponibilité pour être en relation avec toi si tu me parles comme ça. Vous voyez, ça, vous souvenez, la relation, c'est deux personnes. Oui, D'accord? oui, oui. Ça ne me convient pas. Je dis, écoute, je vois que tu es en colère. J'entends que tu es très en colère. En même temps, en ce qui me concerne moi, je suis en retard. Voilà, je te prie vraiment de m'excuser parce que si tu veux savoir pourquoi je te dirai, si tu en as curiosité, en tout cas, je ne souhaite pas que tu m'agresses. Si tu veux, on peut se poser, je t'explique et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Vous D'accord. comprenez? C'est dans Hmm. les deux sens. Ça, c'est vraiment, on a prononcé le mot de sacrifice, et là, on vient de voir une espèce comment dit-on, d'ombre de la faute. Il y aurait une espèce de faute. Non, on peut tous être en retard. C'est pas parce que je suis en retard que je suis fautif. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire ce que j'ai fait, mon retard n'est pas moi. Je ne suis pas ce que je fais. Je Hmm. suis une personne qui peut avoir fait mal en étant en retard parce que blablabla. Mais je ne deviens pas le, Ouais, le le- martyr de, vous voyez. de la Voilà, c'est ça. personne qui a tenté l'autre. Donc, non, non, tu ne me traites pas comme ça sous prétexte que je suis en retard. En revanche, je suis empathique, je ne dis pas, ça je le dis parce qu'on est en interview toutes les deux, évidemment, dans la vraie vie, je ne dirais pas ça comme ça, mais je suis empathique et je peux comprendre que tu es très en colère parce que tu aurais eu envie de disposer de ton temps. Et puis, Oui. tu avais tellement envie qu'on soit ensemble, puis là, tu vois que en plus, je t'ai même pas envoyé de SMS pour te dire, du coup, peut-être que tu t'es inquiété, en fait, tu t'es dit, peut-être qu'il y a eu un accident sur la route, ou, bah oui, D'accord. Ouais. a été Vous voyez, c'est ça l'empathie. Je vois Mhm. que ça a été difficile pour toi, cette demi-heure d'attente. Et ça me touche. Vous voyez, c'est un tout autre endroit que de je contrôle. Vous Donc, il y a voyez ce que aussi cette notion où on pose les besoins de l'autre, en fait. On les exprime pour Oui, justement voilà. apaiser ça et pour que l'autre se sente entendu aussi. Exactement, exactement. C'est vraiment, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à t'entendre. Et ensemble, on Et- danse tous les deux. Vous ouais, voyez? intéressant. Ça Ouais, parle, en tout cas, c'est évocateur, ouais. ouais, ouais. C'est vraiment une danse, la relation. C'est pour ça que je fais de la danse par ailleurs, c'est-à-dire que Oui. je fais des stages où j'associe la communication, donc Jung, Rogers, la CNV, la PNL, enfin plein, plein, plein d'outils, et j'associe le corps, c'est-à-dire la danse, le corps en mouvement, le corps qui regarde l'autre, le corps qui peut éteindre, le corps qui peut dire non, je ne souhaite pas ça. Vous voyez, c'est vraiment... le corps est une ressource absolument magnifique, magnifique. C'est une ressource de vérité. Notre tête peut nous raconter des histoires, mais Oui. notre corps, oui, ouais. Est-ce que J'avais- ça répond sur la Alors, colère? tout à fait, ça répond totalement. Je vois l'heure qui tourne. J'avais juste une dernière question. Est-ce qu'on a le temps de finir par cette question? De mon côté, ça va. Oui, bon, bah, moi aussi, donc tant mieux, on va en profiter. Alors, juste pour revenir justement sur Maslow, on en avait parlé tout à l'heure avec la pyramide. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quels sont les besoins justement de Maslow? Oui. Alors, Maslow, donc c'est une pyramide. La postérité de Maslow est un peu malheureuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Mhm. Mais il structure les besoins comme des besoins premiers, comme j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de respirer un air le plus sain possible, j'ai besoin de boire, Oui. j'ai besoin de dormir, essentiel. Notre société d'aujourd'hui, nous oublions sur Insight Timer, il y a une méditation qui s'appelle Apprendre à se reposer, parce que Ah nous ouais. sommes Ouais, on est 2000 à l'heure, mais sur, on oublie.
Voilà, c'est ça. Ah, Ça, c'est le point premier, quoi. ouais. Ensuite, Maslow, dans sa pyramide, il nomme d'autres besoins comme le besoin de relationnel, c'est-à-dire de s'émouvoir, de se lier, etc. Puis plus on monte, plus il y a des besoins de contribution. Mm. Contribuer au bonheur de l'autre, contribuer au respect des animaux, contribuer à la sauvegarde des hérissons, contribuer à des meilleures relations, etc. Puis plus je monte dans la pyramide de Maslow, plus j'atteins des besoins tels que des besoins spirituels, des besoins de développement, des besoins de transcendance, des besoins de connexion, tout, des besoins, vous voyez. Mm. Donc ça, c'est Maslow. Ça, c'est comment est structuré les besoins chez Maslow. La postérité a été un peu injuste sur cette pyramide, cette lecture de cette pyramide, parce que souvent, on croit que c'est parce que j'ai répondu à mes besoins premiers que je peux aller à mes besoins de pointe de pyramide. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça, c'est juste une structuration qui vise pédagogique, à nous faire comprendre. Je vais vous donner un exemple un peu extrême, mais vous allez comprendre, hein, c'est un exemple pédagogique. Je peux être dans la rue, c'est-à-dire ne pas avoir de toit, ne pas avoir de sécurité de chaleur, de nourriture, etc. Et pourtant répondre à des besoins transcendantaux. Je peux être dans une nourriture, je peux être dans une relation au divin, dans une relation aux autres, alors que je n'ai pas l'essentiel, vous comprenez? Et de la même manière, je peux avoir tout ce que je veux, Mm. être dans l'opulence, le confort, etc., et être relationnellement détestable, c'est-à-dire être en incapacité de tendre la main à une autre personne parce qu'elle ne sent pas bon, parce qu'elle ne fait pas partie de mon milieu, parce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette structuration des besoins, elle vise surtout à nous montrer que nous avons des besoins de nature différente et libre à nous de cheminer, d'aller dans cette... C'est de la 3D en fait, c'est pas linéaire, c'est vraiment, je peux aller là, puis là, puis là, et voir que ce besoin-là n'est pas nourri. Tiens, je m'aperçois que j'aurais envie de contribuer à la sauvegarde de la nature, c'est mon cas par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour aller davantage? Donc, je vais donner de l'argent ou du temps d'ailleurs à une association qui s'occupe des hérissons et des phoques par exemple. Ou bien, je m'aperçois, vous voyez ce que je veux dire? Ou je m'aperçois que mes besoins de repos sont pas assez nourris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mm. vraiment une vision en 3D quoi, de Maslow. C'est l'invitation pour utiliser Maslow, c'est de se dire, ah oui, tiens, où est-ce que j'en suis de mes besoins dans tout ça? Voilà, D'accord. ça Donc, répond à votre question? oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser même enfin, seul, chez soi? Est-ce que c'est vraiment intéressant de l'utiliser comme ça, de se poser des questions, quels sont mes besoins actuels en fonction de cette pyramide? Ça peut Ouais, être ouais, bien un sûr. Ouais, travail ouais, ouais. C'est de chouette parce que, vous développement voyez, personnel. comme je viens de le faire un peu rapidement, c'est Oui. pas mal de se dire, mais tiens, où en est mon besoin de transcendance, par exemple. Je n'ai pas envie d'être dans une religion, mais est-ce que j'ai envie de sentir ce que c'est que la transcendance? Vous voyez, mettre de la clarté sur ce qui est la spiritualité et ce qui est la religion, c'est pas la même chose, vous voyez. Ou Ouais, bien dans les besoins de confort, je peux me dire, bah, tiens, finalement, est-ce que mon appartement, il me permet de me poser? Est-ce que l'acoustique, est-ce que les matériaux, est-ce que, vous voyez, c'est... Non, je pense que c'est un bon... oui, ouais. oui, avoir une liste de besoins ou la pyramide de Maslow, c'est pas mal de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis? Et puis peut-être voir avec nos enfants, avec nos amis, tiens, j'ai envie de te partager ça. Tiens, est-ce que ça te dirait qu'on parle de... Tu vois, je viens d'apprendre un truc sur les besoins, je sais pas trop ce que c'est, on en parle, vous voyez, ça peut être un sujet de conversation aussi, c'est un enrichissement pour moi. Ouais, ouais. Bah, très bien, bon, on va finir sur cette réponse. En tout cas, merci beaucoup Florence pour ce podcast très intéressant. J'hésiterai pas à mettre vos liens, en tout cas sur Insight Timer, puisque vous en aviez discuté, et puis surtout pour la formation que vous allez bientôt proposer aussi. Dès que vous avez plus d'informations, en tout cas, je n'hésiterai pas à partager en bio. Super. En tout cas, Evelyne, merci. C'est un grand bonheur de partager avec vous. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, la vie est belle, les relations sont magnifiques. Allons-y. Voilà, Merci. exactement. Et puis, bah, la prochaine fois aussi, on aura encore un autre podcast avec Florence. On vous réserve la surprise du sujet. Yeah. Merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, Florence. Merci. À bientôt. Avec Au joie. revoir. Au revoir.